bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième update lecture du mois d'avril avec 4 livres à vous présenter. Et je vais pas m'attarder plus longtemps parce que j'ai pas du tout le temps de filmer cette vidéo. Je ne sais pas ce qui m'a pris de la filmer maintenant. Premier livre de cette update lecture, j'ai nommé Steel Striker, l'ultime rébellion, le tome 2 du coup de Sky Hunter, l'arme secrète de Marilou. On est sur une duologie de science-fiction plutôt dystopique dans lequel on va tout simplement suivre Mara, la dernière légion libre de tout un... En gros, on a la fondation de Carenza qui grignote petit à petit tous les territoires alentours et Mara est le dernier royaume libre, le dernier endroit libre qui se bat du coup sans relâche contre... Évidemment, vous l'aurez compris, la Fédération Carenza. Notre héroïne, c'est Taline, elle ne parle plus et c'est ce qui lui a permis, malgré son statut de réfugié qui est plutôt précaire, de rejoindre les abatteurs, c'est-à-dire un petit peu l'armée qui va lutter contre Carenza. Les abatteurs, ils sont formés pour combattre les spectres, qui sont des espèces de créatures un peu zombiesques, créées par Carenza, pour pouvoir aller attaquer un petit peu tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang, j'ai envie de dire. Dans le tome 1, un Sky Hunter, qui était la nouvelle arme ultime de Carenza, allait déserter et rejoindre Mara. Et c'est là que Taline allait entrer en jeu au moment où il allait être abattu. Elle leur souligne que ça pourrait peut-être être bien d'avoir l'arme ultime de Carenza dans leur poche et c'est ainsi que Red va rejoindre les abatteurs. Bref, univers très riche, très sympa. Ce tome 2 démarre quelques mois après Sky Hunter. Je vous cache pas que j'ai dû aller lire un résumé spoilant puisque moi je l'ai lu l'année de sa sortie, donc en 2023, le tome 1. Et du coup j'avoue que c'était un petit peu flou. Les personnages, j'ai eu un peu de mal à me rappeler de tout, mais c'est vrai que le résumé spoilant que j'ai dû lire, je sais plus comment ça s'appelle le site, mais je crois que c'est Summer is Book. En tout cas, le résumé spoilant que j'ai lu au niveau de l'intrigue et de l'univers en général m'avait bien remis les idées en place. Sur les personnages, c'était un tout petit peu plus compliqué, mais le principal, je me rappelais de Red et de Taline, je me rappelais du lien qui s'était tissé entre eux dans le tome 1. Et également, je me rappelais un petit peu des méchants, ça m'a suffi un petit peu à me remettre les idées en place. Ce tome 2 ne manque pas d'action, et pourtant il y a quand même des moments un petit peu plus calmes. C'est un tome que j'ai trouvé assez introspectif d'une certaine manière, même s'il s'y passe énormément de choses. C'est aussi un roman qui va un peu arriver à l'apothéose de son univers, et franchement, c'était pas mal foutu du tout. J'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, Marilou va utiliser un univers un peu futuriste, voire fantaisiste pour la plupart de ses romans, mais en tout cas, toujours un univers de l'imaginaire pour parler de sujets de société bien réels. Dans le premier, on avait beaucoup la question de... Là c'était beaucoup le cas de l'appropriation culturelle. J'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont c'était amené. Et dans le tome précédent, j'avais beaucoup aimé la façon dont étaient traités justement ces immigrés, notamment à Mara. Mara qui est un peu la nation un petit peu sauveteuse un peu. C'est celle qui va accueillir les autres pays, ceux qui ont fui leur pays en guerre, voire même coloniser ces pays, pour la plupart colonisés, puisqu'il n'y a plus que Mara, donc voilà. Et la façon dont il les traite, j'avais trouvé que c'était assez paradoxal, parce que je me disais, on les voit un peu comme les grands sauveteurs, et en réalité, c'est un peu des connards. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que ça fait vraiment le parallèle avec ce qu'on peut vivre tous les jours, avec plein d'autres endroits qui ont été colonisés, les gens qui viennent se réfugier dans d'autres pays, et qui sont traités comme de la merde, comme des moins que rien. Bref, je vous laisse compléter avec le mot de votre choix. Bref, j'ai trouvé que c'était très intéressant. À chaque fois, elle va traiter de sujets de sujets très sociétal, mais comme elle le fait par le prisme de l'imaginaire, voilà, chacun est libre d'y lire ce qu'il veut. Moi en tout cas, j'y vois une très belle critique de notre société et surtout une très belle critique aussi de le développement de nos armes et tout ça. Dedans, on a notamment l'image des précurseurs qui sont les hommes qui ont vécu avant les humains de cet univers-là, sur cette terre. Et on va petit à petit bien comprendre, et très rapidement d'ailleurs bien comprendre que ces gens-là, ils se sont potentiellement autodétruits et que s'ils sont plus là aujourd'hui, il y a de bonnes raisons. Et il y a à la fois ceux qui vont vivre un petit peu dans cette image un peu idéalisée de ces précurseurs qui étaient très en avance sur leur temps, etc. Et en même temps, ce côté un petit peu, ils ont disparu aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils n'ont pas été trop loin dans leur recherche? J'en dis pas plus, mais je n'en pense pas moins concernant le petit parallèle qu'on peut faire avec notre propre humanité et aussi toutes ces choses qu'on va vouloir creuser à tout prix, cette démarche de vouloir aller dans l'espace, cette démarche de vouloir créer des armes toujours plus puissantes, jusqu'au jour où potentiellement ça va nous péter à la gueule. Voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était une très bonne duologie. À choisir, j'aurais préféré les lire de manière plus rapprochée parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus dedans. Là, j'avoue que j'ai un petit peu traîné de la patte pour le terminer parce que forcément, j'étais plus dedans de la même manière que dans le tome précédent et je pense très sincèrement que si j'avais pas lu Red City juste avant, j'aurais moins été à fond dedans, mais comme j'adore Marilou et j'adore sa plume et que j'aime beaucoup ce qu'elle raconte et la manière dont elle le raconte, et je me suis laissée prendre au jeu.
Comme d'habitude, elle nous crée des personnages qui ne sont pas tout blancs, on a souvent des teintes de gris diverses et variées, et ça fonctionne très très bien encore une fois avec ce roman-ci qui parle de choses très très importantes et que j'ai adoré. Après ça, j'ai lu La décision de Karine Thuil aux éditions Folio. Ici, on est dans un roman contemporain dans lequel on va suivre Alma Revel, qui est juge d'instruction au pôle antiterroriste et qui va se retrouver face à la décision de sa vie, puisqu'elle va se retrouver à devoir se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique, qui est défendu par nul autre que l'avocat avec qui elle a une liaison. Voilà. Bref, je vous laisse imaginer un petit peu le cas de conscience. C'est un roman qui fait énormément réfléchir et c'était la recommandation du mois. Je remercie Ilona, mon ancienne collègue de Cultura, de me l'avoir conseillé, car on est typiquement sur le genre de livre que je n'aurais jamais lu. Déjà parce que tout ce qui traite du terrorisme, enfin en fait moi dès que c'est des sujets un peu lourds comme ça, j'ai toujours un petit peu de mal à avoir envie de lire, parce que j'aime lire pour me détendre, pour me vider la tête, et même si je lis des romans de l'imaginaire qui vont avoir des liens, les romans un peu plus de société, j'ai plus de mal à les lire parce que je suis une grande sensible, parce que ça me touche profondément et parce que généralement j'ai du mal à faire le parallèle et je vis les choses beaucoup trop intensément, donc des fois j'aime bien me protéger quand je lis, voilà. Sur les films c'est le cas aussi, à une époque je regardais beaucoup de trucs en lien avec la société, l'histoire et compagnie, et aujourd'hui j'essaie de créer une distance parce que sinon je me prends tout dans la gueule et je le vis très mal et voilà. Donc ce roman, je l'aurais jamais acheté si on ne me l'avait pas conseillé, et comme Ilona, je lui fais une confiance aveugle sur ses recommandations, j'ai foncé et je regrette pas du tout parce que c'était un très bon roman. Je dis pas que les romans de sujets de société ne le sont pas ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas des livres dans lesquels j'ai l'impression que je vais prendre du plaisir, et en réalité, si, j'ai pris du plaisir. Évidemment, j'ai eu envie de hurler, j'ai eu envie de pleurer, évidemment ça m'a mis en colère, et en même temps ça m'a fait considérer les choses de manière hyper différente, parce que le roman, il est pas juste... Déjà j'avais très peur parce que je m'étais dit c'est tellement facile de tomber dans le cliché du racisme avec un sujet tel que le terrorisme, on va pas se mentir, surtout l'État islamique, tout ça, enfin je vais pas vous faire de dessin, vous savez, vous entendez, vous aussi, ce qu'on dit tout le temps, ce qu'on entend tout le temps sans forcément le dire et encore moins le penser, mais voilà, vous savez dans quel monde on vit, vous savez comment les choses et les amalgames se font, donc j'avais très très peur que le roman tombe d'une certaine manière là-dedans, et c'est pas du tout le cas. Le personnage d'Alma est très intéressant. Ce qui m'a particulièrement perturbée dans le fait que ça me plaise autant, c'est que le récit est vraiment raconté comme si, et d'ailleurs elle le dit à plusieurs reprises, comme si elle nous l'écrivait, comme si elle nous racontait ce passage de sa vie et même sa vie de manière générale. Vous le savez, j'en ai parlé quand je vous ai parlé de Julien Sandrel que j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas lui que j'ai pas aimé, c'est son livre, mais j'ai La Chambre des Merveilles, j'avais plus le titre en tête, désolée, que j'ai pas du tout aimé, donc ce roman-là, je n'aime pas quand on me raconte les choses, j'aime bien avoir la sensation d'être emportée dans le roman, et là, à l'inverse, ça a très bien marché. Je pense que c'est fait de la bonne manière, où ça va intervertir des passages où elle va nous raconter brièvement un petit peu des passages entiers de sa vie assez rapidement, et ça va être intercalé avec des passages un peu plus dans l'action, et je trouve que c'est très bien fait, et que ça rend vraiment justice à l'histoire qu'elle veut nous raconter. Parce qu'elle veut pas juste nous raconter cette décision-là, elle veut nous raconter comment chaque petit détail de sa vie a à un moment donné mené à ce moment où elle se trouve face à cet homme et elle doit décider si oui ou non il faut l'enfermer, si oui ou non, par prévention, on ferait pas mieux de le foutre derrière les barreaux. C'est un métier que j'ai complètement découvert, ce métier de juge d'instruction, à plus forte raison dans cet univers-là, où c'est vrai que tu te poses la question de, en fait, ce jeune-là, on n'a aucune preuve tangible qu'un jour il va prendre les armes et, aller attaquer une salle de spectacle. Mais en même temps, le doute il est là. Et est-ce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute? Est-ce qu'au contraire, c'est pas comme ça qu'on va ruiner sa vie en le mettant en tôle, et le jour où il va sortir, c'est là où potentiellement il va s'être radicalisé en prison? C'est des questions ultra intéressantes, et franchement ce livre les dépeint très très bien. J'ai passé un très bon moment, à prendre avec des guillemets parce que ça reste un moment qui est quand même intense. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé la réflexion autour de tout ça, autour de cette humanité. J'ai trouvé que c'était très très bien foutu. Le récit se bouffe tout seul, honnêtement, je l'ai lu, je pense, en peut-être 2 jours de temps. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré déjà, il est assez court. Mais surtout, en fait, une fois que t'es dedans, t'as envie de savoir déjà cette décision qu'elle va prendre, à quoi ça va la mener. T'as envie d'en savoir plus aussi sur cette liaison qu'elle a avec cet avocat, sur sa vie de famille à elle. T'as envie d'en savoir plus en fait. T'as envie d'en savoir plus et t'es complètement plongé dedans. Ça te plonge vraiment, ce roman, dans les méandres de ce que l'être humain a de pire, mais aussi ce qu'il a de meilleur. Et c'est ce qui en fait un très beau livre à mon sens. Après
avoir lu la recommandation du mois d'avril, j'ai enfin lu celle du mois de mars du coup, ce que je n'oserais jamais te dire de Bruno Combe. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais à la base je l'avais réservé, je l'ai pas récupéré et finalement quand je suis allée récupérer une autre réservation, il était encore disponible, donc j'étais très contente et ça m'a donné l'occasion de découvrir la recommandation de ma marraine. Donc merci à toi marraine si tu passes par là. Ce roman nous raconte l'histoire de Joy qui va épouser, j'ai oublié son prénom donc je le lis vite fait en faisant genre je suis pas en train de lire Guillaume. Il se marie et le soir du mariage, Joy se volatilise. Guillaume est complètement sur le cul, il sait pas ce qui lui est arrivé, il imagine le pire et il va, en parlant avec le prêtre qui les a unis, découvrir un petit peu le véritable passé de Joy et comprendre que potentiellement si elle est repartie, c'est pas pour rien. On va suivre en parallèle les récits des deux, de Guillaume qui est complètement perdu et qui est complètement terrassé par le chagrin à l'idée qu'elle soit partie, à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose, à l'idée des mensonges qui ont englobé toute la vie de Joy, et de l'autre on va suivre Joy qui va plonger dans ce passé terrible pour aller l'affronter une bonne fois pour toutes, voire malheureusement rester coincé dans son passé. Bref. Quoi vous dire de ce récit? Je l'ai assez moyennement aimé pour être très honnête avec vous et en même temps je l'ai dévoré. C'est assez paradoxal mais pareil c'est un livre où je l'ai commencé un soir, le lendemain je l'avais terminé, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas il m'a pas tenu 3 jours c'est certain. J'étais à fond dedans. C'est un véritable page-turner, t'as envie de connaître la suite, t'as envie tu peux pas le lâcher en fait. Il se lit très très vite, hein. Le livre paraît peut-être un peu épais comme ça, mais en réalité il est quand même assez fin, c'est écrit assez gros, et vraiment les pages défilent complètement toutes seules, et c'est vrai que ça se lit super bien. Personnellement, je l'ai dévoré, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, j'avais envie de savoir comment Joy allait s'extirper de ce passé un peu pourri. Et j'ai pas été déçue du voyage parce qu'en soi c'était très sympa et du voyage justement elle part au Brésil sur sa terre natale, enfin elle est française mais elle a vécu toute sa vie quasiment au Brésil donc on va dire que c'est sa terre natale. Le voyage au Brésil était sympa, l'histoire en elle-même était cool et c'est vrai que tous les mystères entourant ce personnage de Joy étaient très sympas et j'ai trouvé que c'était bien foutu, mais j'avoue que j'ai trouvé ça légèrement tiré par les cheveux. Très cucul-à-praline aussi par moments, il y a de très longs passages où on répète un peu tout le temps la même chose sur son amour pour Guillaume, son amour pour son frère et ceci et cela. Et c'était beaucoup des répliques qu'elle répétait en boucle, en boucle, en boucle et ça me saoulait. J'ai trouvé ça d'un mièvre absolu par certains passages et j'avoue que ça m'a gavé de ouf. Mais c'est vrai que par contre c'est un livre qui te prend et qui te relâche qu'à la fin parce que tu veux connaître le fin mot de l'histoire. Encore une fois, l'histoire je l'ai trouvée peut-être un tout petit peu tirée par les cheveux, il y a vraiment des détails où j'étais un peu en mode je suis pas sûre que ça se passerait comme ça dans la vraie vie. Je suis même pas sûre que des histoires comme ça arrivent dans la vraie vie. Enfin, si, mais pas comme ça en tout cas. Donc ouais, j'étais un peu... Je suis très mitigée en fait, parce que c'est le genre de livre que, encore une fois, tu le commences, tu ne peux pas t'arrêter, t'as envie de connaître la fin, et pour ça, j'ai envie de lui mettre plein d'étoiles, parce que c'est très 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 cool quand un livre, tu es happé dedans, de la première à la dernière page, et qu'il te relâche qu'à la fin. J'ai pleuré à la fin, j'ai vraiment pleuré à la fin, ça m'a vraiment émue, et je l'ai vécu vraiment, j'avais la boule dans le ventre, et dans le ventre et dans la gorge, j'allais dire, dans le ventre et dans la gorge. J'étais vraiment très émue par la scène finale, mais j'en ressors quand même un petit peu, je vais pas dire sur ma faim parce que non, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais un petit peu en mode, ouais, bon, ok si tu veux, mais ça ne m'a pas convaincue. Voilà, l'histoire m'a pas convaincue, mais le récit est très addictif. La plume est très addictive, mais il y a quand même ce côté un petit peu mièvre, mielleux as fuck, où je me suis dit plusieurs fois, oui bon, on a compris, voilà. Et c'était des passages qui ralentissaient un petit peu l'intrigue et qui me plaisaient pas énormément, et c'est surtout parce que c'était répétitif. Je pense que s'il y avait eu un ou deux petits moments où l'un ou l'autre des personnages parlait de ses sentiments pour l'autre, de sa peur de le perdre, etc., ça m'aurait pas fait de la même chose, mais là vraiment, il y a eu des passages où je me disais, on a compris, ça me saoule là, ça m'agace. Donc c'est bon, on s'arrête là. C'était répétitif, c'était des fois vraiment les mêmes phrases limite sorties en boucle et voilà. Bref, c'était pas une mauvaise lecture, mais un peu comme La Décision, c'en est une que j'aurais pas fait si on m'avait pas conseillé, même si j'avais l'intention de lire du Bruno Combe, je sais pas si c'est lui que j'aurais choisi de lire, je sais pas honnêtement. En tout cas, ça faisait partie des auteurs que je voulais découvrir, donc je suis très contente de l'avoir faite et de l'avoir faite aussi, de l'avoir faite. Ça fait partie des auteurs que... Oh, je dois parler de la lecture, je suppose, je sais pas, ma phrase n'a pas trop de début, alors je sais plus trop où en est la fin. C'est une lecture que je suis très contente d'avoir faite, mais à choisir, je pense que j'en aurais préféré peut-être un autre. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir découvert. Je suis contente d'avoir découvert un coup de cœur d'un membre de ma famille. C'est toujours très cool. Et voilà. Et je pense que je relirai peut-être un Bruno Combe à l'occasion, mais peut-être un roman un peu plus récent
je dirais, de lui, même si bon bah, malheureusement il est plus là aujourd'hui ce monsieur, mais un des textes qu'il a écrit un peu plus tard, puisque celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son deuxième roman. Je sais que je vous avais dit en vous présentant La guerre sans fin que c'était mon coup de cœur du mois, mais entre temps j'ai lu Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille et il a tout balayé sur son passage. Pour être très honnête avec vous, je ne sais même pas si je vais réussir à vous en parler bien parce que je passe mon temps à avoir les larmes aux yeux dès que je commence à en parler. Ce livre m'a bouleversée, je l'ai adoré. Et pour la petite anecdote, quand j'ai lu le résumé, vu la couverture, je me suis dit, oh, ce sera sans doute pas mon préféré de Marie Vareille, c'est pas trop ma cam, machin. Mon cul, putain. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, bah là j'ai bien changé d'avis, laissez-moi vous le dire. Dans ce roman, on va suivre le récit à plusieurs voix, notamment celui de Célestine qui va nous raconter sa vie en reprenant depuis le début et jusqu'à cette fameuse Solange qui va apparaître dans sa vie. On va également suivre en parallèle le destin de Solange à travers des écrits et on va également découvrir d'autres portraits de femmes, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. On va suivre donc Célestine depuis les années... Je sais plus en quelle année elle est née, mais elle a 107 ans, donc elle est très très vieille et elle a connu les deux guerres. Donc voilà, commençons par là déjà. Tiens, hop, petit marque-page rangé. Et on va petit à petit étirer ce fil-là. C'est un récit qui est très particulier parce qu'il va vraiment traverser les époques. Voilà, on se retrouve vraiment dans la Corrèze profonde, dans la ferme familiale. Célestine, elle veut réussir ses études, elle veut partir, elle veut faire de grandes choses, elle est féministe un peu avant l'heure. Et puis la vie va en décider autrement. On va suivre Solange qui est enfermée dans une école. Enfin une école, non c'est même pas une école, c'est plus un centre de redressement pour jeunes filles parce qu'elle rentre pas dans les codes des gens de son âge, parce qu'elle a des soucis, des troubles mentaux, hein, appelons un chat un chat. Bref, on est sur un récit incroyablement touchant qui parle de la place de la femme dans la société des années, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de son évolution, de cette place de la femme, de tout ce qui ne fonctionnait pas, de cette façon dont les femmes étaient la propriété de leur père, puis la propriété de leur mari. C'est un récit qui est immensément touchant, qui va parler de plein de sujets. Ça parle aussi beaucoup des liens familiaux et des liens comment on appelle ça, j'avais des livres sur le sujet. Mais de la manière dont l'histoire de nos parents vont résonner quelque part, enfin de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres vont résonner en nous de manière... Ah, je ne trouve pas mes mots. Ce roman m'aimait tellement que je trouve pas mes mots. Mais de manière cellulaire presque en fait. Voilà, il y a vraiment une mémoire cellulaire qui va se transmettre, etc. Et je l'ai trouvé, mais waouh, d'une beauté. J'ai passé la fin. Si j'ai les couilles, je vous inclurai une photo de moi à un passage du livre où je chialais comme une madeleine et je me suis dit faut que j'immortalise ça quand même parce que vraiment c'était les gros sanglots, les larmes et tout. Et encore je trouve que ça va, voilà, j'ai pas non plus une gueule trop affreuse, mais on voit que je suis en train de chialer et c'est vraiment l'effet que m'a fait, bah en fait toute la seconde moitié du livre quasiment j'ai passé mon temps à avoir ma larme à l'œil. Bon, vous le savez, je suis quelqu'un de très sensible donc ça m'arrive très souvent de pleurer, mais là j'avoue qu'il m'a bouleversée parce que c'est le mot. Il m'a bouleversée parce qu'il parle de ces femmes et de tout ce qu'elles ont vécu. Ça parle de nos ancêtres, c'est un peu notre histoire à toutes en tant que femmes en fait ce roman et ça donne encore plus envie de te battre en fait pour tes droits, de défendre qui tu es en tant que femme, en tant que personne et c'est ultra important. C'est un récit qui est très important. Il est beau, il est doux, il parle de tellement de thématiques différentes. Ça parle du mariage, ça parle de l'amour, ça parle de notre place en tant que femme, ça parle de santé mentale, ça parle de perte, ça parle de deuil, ça parle de tellement de sujets. Enfin, il est tellement important et il est très beau. J'aime beaucoup la manière qu'a Marie Vareille de parler des choses, même les choses les plus sensibles, et d'en parler avec une douceur qui fait que tu arrives à lire le sujet. Je fais le parallèle avec La Dernière Allumette, qui est le roman qu'elle avait sorti l'année dernière, en tout cas avant, c'est son roman juste avant, le précédent quoi. La Dernière Allumette parle de violence familiale. Et en fait, quand elle va parler des violences, elle va en parler par le biais d'une petite fille. Donc il va utiliser des mots de petite fille pour parler de ce qui se passe à la maison. Et je trouve que c'est très fort de faire ça comme ça parce que ça édulcore des scènes, parce que quand tu es un enfant, tu ne les vois pas de la bonne manière et surtout tu vas les voir avec tes yeux d'enfant, tu vas les voir différemment, tu vas soit les édulcorer, soit les rendre encore plus dramatiques. Enfin bref, c'est très particulier, mais je me rappelle, je ne sais plus quel mot elle utilise quand elle parle des baffes. Je crois qu'elle utilise un mot parce que son frère lui a dit ce mot-là et du coup, enfin je sais plus, mais il y a toute une histoire autour de ça. Lisez La Dernière Allumette, il est très très bien.
Mais du coup, elle a une façon bien à elle, Marie Vareille, de parler de ces sujets difficiles et de les rendre plus faciles à lire. Sans pour autant qu'ils soient simples, elle les rend plus faciles à lire et pour ça je l'en remercie parce que c'est pas facile. Ce roman, je la remercie aussi de l'avoir écrit parce que je trouve qu'il est hyper important. Il va nous plonger vraiment au cœur d'années qui n'ont pas été faciles, que ce soit parce qu'il y a eu, bon, on va vivre les deux guerres d'une certaine manière, même si la deuxième un peu plus que la première, parce que la première elle est toute petite, Célestine, elle vient de naître. Mais on va suivre vraiment tout ça avec les personnages, on va suivre tout ce que c'est que ce monde quand t'es une femme depuis le début du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, bah, chapeau à elle. Voilà. Désolée Solange. J'espère que cette année de lecture vous aura plu, j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir par vous-même ces 4 romans. Ils étaient très bien et ils ont fini en beauté mon mois d'avril. Je vous retrouve très vite pour vous présenter les premières lectures du mois de mai. Je vous avoue que j'ai dû faire marcher un peu ma mémoire parce que j'ai déjà de quoi vous faire un update lecture pour le mois de mai. Là j'ai pas mal carburé, je suis en vacances au moment où je filme cette vidéo. Ça me fait beaucoup de bien et surtout ça me permet de lire beaucoup et j'en profite pas mal. J'écris pas du tout du coup. Je fous pas grand chose en fait en réalité. Là ce matin à 13h j'étais toujours en pige parce que j'ai fini le livre que j'étais en train de lire. Voilà. Bref, je vous laisse parce que je suis très pressée et que je sens que je vais être en retard. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.